Bonjour Pascal Boniface, Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche internationale et stratégique, c'est l'IRIS. Aujourd'hui marque donc les 1000 jours de ce que les Ukrainiens appellent l'invasion totale russe, puisque pour eux la guerre avait débuté en 2014 avec l'annexion de la Crimée. L'actualité était marquée dans ce dossier par l'autorisation de Joe Biden d'utiliser les missiles longue portée sur le sol russe. Question très simple, est-ce que selon vous, ça peut changer le cours de cette guerre ? Non, ça peut modifier un peu le sort des combats, ça va renforcer les Ukrainiens, mais ça ne changera pas le sort de cette guerre dont on sait depuis déjà assez longtemps qu'elle va se terminer par une annexion d'une partie du territoire ukrainien par les Russes, environ 20% du territoire ukrainien, contrairement au droit international, contrairement à toutes les règles, mais que le rapport de force militaire global entre la Russie et l'Ukraine ne sera pas changé par cette autorisation tardive d'un président américain. Est-ce que c'est cet adjectif qui change tout, Pascal Boniface ? Est-ce que c'est tardive ? Est-ce que si les États-Unis et les Européens d'accord avaient autorisé ça dès le début, ou en tout cas beaucoup plus tôt, ça aurait changé ? Dès 2022 2022, les armes n'étaient pas là, il fallait s'organiser. Donc, effectivement, je comprends que d'un point de vue ukrainien, le risque ukrainien, c'est dire, si vous avez aidé dès le départ, nous n'aurions pas perdu la guerre, il n'y aurait pas eu d'avancée des troupes russes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'aide a quand même empêché les Russes d'avancer beaucoup plus, qu'ils ne sont pas parvenus à Kiev. Parce que la guerre totale, le but des Russes, c'était pas uniquement le Donbass, c'était d'arriver à Kiev, de renverser Zelensky et de mettre un régime un peu, soumis à Moscou. Ça n'a pas été possible, du fait, de la résistance des Ukrainiens, de l'aide occidentale massive qui a été donnée. Donc les Ukrainiens pensent que ce n'est pas assez parce qu'ils ont perdu du territoire, mais il n'y a aucune guerre contemporaine dans laquelle des pays qui ne participent pas directement à la guerre, puisque nous ne sommes pas officiellement co-belligérants, ont autant et aussi massivement aidé un pays qui était en proie à une agression. On a pourtant l'impression que l'année 2024 a été une année de perdu, c'est-à-dire qu'entre le retard accumulé au Congrès des États-Unis et de la faute un peu de Donald Trump qui a fait en sorte que ses alliés républicains bloquent l'aide militaire à l'Ukraine, et ce retard à l'autorisation des missiles de longue portée, français, britanniques, américains, sans compter le fait que les Allemands n'y sont toujours pas, que ça a effectivement figé le cours de cette guerre et qu'effectivement les choses auraient pu être différentes si les décisions... Ça a permis un grignotage plus rapide du territoire ukrainien par les Russes. Mais en fait, le tournant de la guerre, c'est l'échec de la contre-offensive ukrainienne en 2023 que les Américains avaient anticipé. Les militaires américains avaient dit aux Ukrainiens, n'y allez pas, ça ne marchera pas, le rapport de force ne nous est pas favorable, les Russes ont mis des défenses qui sont vraiment très solides et donc votre contre-offensive ne va pas réussir. Ils l'ont fait néanmoins et ils se sont épuisés. Ils ont bien sûr affaibli les Russes qui ont perdu beaucoup d'hommes, mais ils se sont aussi affaiblis et ils ont aussi affaibli leur morale puisque cette guerre dure depuis longtemps et en fait la lassitude par rapport à une guerre, c'est qu'on n'en voit pas la fin. Vous dites... Si quelqu'un pensait que encore un effort et on gagne la guerre, il y aurait une mobilisation. Mais je ne connais aucun militaire américain ou européen qui dise qu'il est possible pour l'Ukraine de reconquérir militairement les territoires perdus depuis 2022 et depuis 2014. Et ce n'est pas par la négociation qu'ils vont les récupérer non plus. C'est l'objet de ma question précisément. Vous dites 20% du territoire ukrainien va passer sous contrôle russe. Là, c'est la mer d'Azov, notamment l'accès à la mer. C'est important quand même l'accès à la mer. Et puis c'est les terres les plus riches. Quel sera le statut de la production dans ces territoires-là ? Ce sera le PIB russe ? Ça dépend qui va faire les statistiques. Mais en tous les cas, les Russes vont certainement les exporter dans des pays qui n'ont pas pris de sanctions contre la Russie. Donc nous, on ne va pas acheter ces produits agricoles, bien sûr, mais il y aura... C'est des grandes cultures, hein, c'est du blé... Oui, il y a quand même une soif de blé dans le monde. Et vous avez plein de pays, notamment en Afrique et ailleurs, qui ont besoin de ces produits et qui n'ont pas pris de sanctions contre la Russie, justement d'ailleurs pour avoir accès aux produits russes. Alors, si on vous écoute bien, la messe est dite. Vous dites 20%, l'annexion est en route, l'annexion de ces terres-là en Ukraine. Alors pourquoi, si on se met du côté des Américains, pourquoi cette décision maintenant ? Parce qu'ils l'apprennent. Il y a beaucoup de politique intérieure américaine. Biden est en fin de mandat. Il ne l'a pas fait avant les élections parce qu'il savait que cette décision serait impopulaire aux États-Unis et qu'une partie des électeurs ont voté Trump parce que Trump a réussi son opération de propagande disant que Biden voulait envoyer des soldats américains combattre en Ukraine et qu'il ne fallait pas que des vies américaines soient perdues. C'était faux, mais des gens croient aux nouvelles fausses, malheureusement. Et donc Biden s'est bien gardé
de donner cette autorisation avant le 5 novembre, pensant que ça pourrait un peu plus faire pencher la balance pour Trump. Là maintenant, il est en roue libre, c'est un canard, un lame duck président, un canard à tête coupée, et donc il veut un peu se parer, il veut à la fois gêner un peu Trump, qui devra revenir là-dessus, et se parer de celui qui jusqu'au bout aura aidé l'Ukraine. Il y a beaucoup d'affichage par rapport à la réalité. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes de ce conflit, c'est que très souvent, l'affichage l'emporte sur la réalité. Alors, l'affichage, c'est aussi un affichage concret avec la présence de soldats nord-coréens sur le front ukrainien. C'est peut-être pas une information qu'on avait vu venir il y a 2 ans, ça. C'est une situation qui a un peu surpris tout le monde, en tout cas le grand public. Est-on sûr que Poutine va s'arrêter là? Il est allé chercher des Nord-Coréens pour les amener au front en Ukraine. Est-on sûr qu'avec ses 20% de territoire ukrainien, il va dire « Ok, c'est bon, je m'arrête ». Alors en tous les cas, il sait quand même qu'ailleurs, c'est l'OTAN. Je ne parle pas du reste. L'enjeu, c'est que l'Ukraine puisse rester viable, souveraine, avoir un accès à la mer, effectivement, et qu'on puisse donner des garanties de sécurité. Il faut voir non pas ce qui est souhaitable, mais ce qui est possible. Dans le souhaitable, bien sûr, il faut emmener Poutine devant la Cour pénale internationale et qu'il paye pour ses crimes, qui sont nombreux. Mais on sait que ça ne marchera pas comme ça. Donc autant le dire, autant le réalisme n'est jamais populaire en géopolitique, mais enfin il est difficile de faire différemment quand même. Et donc qu'est-ce qu'il peut recruter de plus? Les Syriens, il n'y en a pas beaucoup qui vont aller, ils sont pris par la défense du régime Assad. La Corée du Nord, ses moyens sont limités. L'aide principale de la Corée, c'est pas les soldats, c'est les obus, c'est les munitions, qui ont été plus décisifs que ces 10 000 soldats qui ne font pas grand-chose par rapport à la masse. Alors Monsieur Boniface, vous dites ce matin, l'Ukraine a perdu ses territoires conquis par la Russie. Il va falloir négocier pour sortir de cette guerre, même si, pour reprendre vos propos... Oui, c'est un constat, c'est pas un souhait. Oui, même si pour reprendre vos propos, ce que j'allais dire... quelque chose, on dit « Ah, vous êtes pour », non. Moi, je fais un constat factuel. Non, et ce que j'allais ajouter, c'est que vous dites vous-même que, dans les faits, Poutine devrait être jugé par la justice internationale, même si ce ne sera sans doute pas le cas. La Suède, on l'a appris là, ces dernières heures, a distribué un livret, 32 pages, à tous ses habitants pour dire « Voilà ce que vous devez faire en cas de guerre ». Ils l'ont déjà fait à 5 reprises depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, ces pays-là, scandinaves, c'est le cas de la Finlande aussi, c'est le cas du Danemark, une partie de la Norvège, s'inquiètent d'une guerre, d'une vraie guerre. Oui, ils le peuvent parce qu'ils sont à la frontière de la Russie, on comprend qu'ils sont inquiets. La Suède, c'est quand même le pays d'Olof Palme, de la social-démocratie neutraliste, ça a bien changé. Il y a déjà quelques années, avant même le début de la guerre en Ukraine, ils ont rétabli le service national. C'est un des rares pays qui l'a fait, donc ils sont inquiets parce qu'ils sont frontaliers de la Russie, qu'il y a des incursions russes régulières dans leurs eaux territoriales et dans leurs mers territoriales, et donc ils sont très inquiets de cela. La Suède appartient à l'OTAN. C'est pour ça d'ailleurs que la Suède, après 200 ans de neutralité, la Suède a intégré l'OTAN très rapidement. Elle a fait des concessions que l'on peut juger importantes à la Turquie sur le sort des réfugiés kurdes sur son territoire, abandonnant une tradition aussi d'hospitalité pour les opposants politiques d'un peu tous les pays. Et donc, elle a abandonné tout ça parce qu'elle voulait à tout prix rejoindre l'OTAN pour être protégée. Et donc, c'est fait, elle est dans l'OTAN. Je ne vois franchement pas la Russie attaquer un pays membre de l'OTAN. Lorsque l'on regarde tous ces éléments, les Nord-Coréens qui viennent se battre sur le sol ukrainien, la Suède qui demande à faire partie de l'OTAN, qui remet un service civique, la Finlande, ses prises de position, etc., etc., etc. Est-ce que celles et ceux qui parlent de troisième guerre mondiale imminente ont vraiment tort de le faire quand on regarde tous ces signaux et qu'on les met face à face? Alors celui qui en parle, c'est Peskov, c'est le porte-parole du Kremlin, parce qu'il a envie de dramatiser la réaction occidentale par rapport à l'envoi de troupes nord-coréennes. La Corée du Nord, c'est quand même pas un game changer dans cela. C'est quand même pas un pays massif. Entre l'aide américaine à l'Ukraine et l'aide nord-coréenne à la Russie, il y a quand même un changement de portée. Et puis, cette alliance Nord-Corée-Russie fâche horriblement les Chinois qui sont très en colère contre cela, parce que en réaction à ce rapprochement Corée du Nord-Russie, il y a un rapprochement Corée du Sud-Japon, États-Unis-Australie, qui mécontente, c'est un faible mot, les Chinois. Donc en fait, en affichage, c'est très inquiétant parce que ces deux régimes répulsifs, la Russie et la Corée du Nord, et la Corée du Nord ne peut offrir que des soldats et des munitions. Mais une fois encore, c'est pas 10 000 soldats qui changent le cours d'une guerre. Mais c'est quand même ce qui a changé, c'est l'envoi massif de munitions par la Corée du Nord a permis effectivement à la Russie de reprendre le contrôle de territoire ukrainien. Est-ce que selon vous, c'est pas un signal de plus de faiblesse de la Russie qui n'arrive toujours pas après presque 3 ans à prendre le contrôle de cette guerre et à la terminer? Et puis le fait que, en fait, quand même, Poutine, on voit bien, il n'est pas allé en Afrique du Sud l'an dernier, il n'est pas allé chez Lula cette année, alors que Lula d'ici peut venir, etc. Quand même, là, la Cour pénale internationale pèse sur ses marges de déplacement. Et
parler d'égal à égal avec Kim Jong-un, c'est quand même une diminution de statut par rapport à l'époque où il parlait d'égal à égal avec le demander président à des Nord-Coréens de venir défendre une partie de son territoire qui se trouve dans l'oblast de Koursk, c'est quand même l'aveu que cette armée dont on a dit tellement j'allais dire qu'on a vanté comme étant l'une des plus grandes armées du monde, n'est pas capable de faire ce travail. Alors, je pense qu'ils peuvent le faire une fois sans les hommes nord-coréens, mais ils peuvent pas les faire sans les munitions nord-coréennes et iraniennes. Mais il y a aussi un affichage de donner en fait crédit au discours occidental de l'alliance des dictatures contre la démocratie. C'est montrer aussi qu'il n'est pas isolé, que des pays peuvent venir à son secours. Donc c'est un peu humiliant que ça soit la Corée du Nord et pas un autre grand pays. Il aurait préféré que ce soit la Chine, mais la Chine jamais ne fera cela, évidemment. Et si la Corée du Nord le fait, ce n'est pas avec le feu vert de la Chine, mais au contraire, malgré le feu rouge chinois. C'est une journée spéciale sur LCI à l'occasion des 1000 jours de cette invasion totale. Nous reviendrons sur le sujet ukrainien sur cette antenne. Vous avez cité le nom de Lula. Il est l'hôte du G20, où il est beaucoup question du Mercosur, Pascal. Oui, je voulais vous demander, il y a un désaccord entre une partie des Français et des Européens. Je reste du côté européen. Est-ce que Ursula von der Leyen, à votre sens, peut tordre le bras à la France pour contraindre le pays, le président Macron, à signer l'accord? Elle l'a fait pour le choix du commissaire européen. Mais le peut-elle encore aujourd'hui, sachant qu'elle ne pourra plus compter sur les Allemands? Les Allemands sont fracassés. En difficulté. Mais d'ici quelques temps, elle risque d'avoir un chancelier de sa couleur politique et donc de renforcer l'axe Commission européenne, gouvernement fédéral en Allemagne et renforcer encore le poids de l'Allemagne, notamment sur les institutions européennes. Il y a quand même beaucoup de directeurs, il n'y a qu'un commissaire allemand, mais il y a beaucoup de directeurs des commissaires, des 90% des directeurs de cabinet sont allemands. Donc effectivement, il y a quand même un problème du poids de l'Allemagne. Il y a deux problèmes. La faiblesse de l'Allemagne, qui est faible économiquement, qui est faible en termes de leadership, et donc qui ne peut pas agir avec nous comme auparavant, et en même temps qui essaye effectivement d'imposer un peu son modèle. D'un mot, je prolonge ma question. France plus Italie, c'est quand même pas négligeable. Les deux pays disent non à l'accord en l'état. Irlande et Autriche. Oui, et Irlande et Autriche, mais surtout les numéros 2 et 3 en termes de... Donc il risque de ne pas passer. Ça va encore élargir un peu le fossé entre la France et l'Allemagne. C'est un fossé de plus après le nucléaire, après le rapport avec les États-Unis, après de nombreux sujets. Et effectivement, il y a un éloignement de Berlin et de Paris depuis quelques temps qui va s'accentuer avec ce refus français du Mercosur. Mais la France est coincée entre sa volonté d'établir des nouvelles relations avec le Brésil, le Chili et l'Argentine et sa volonté de s'opposer à cet accord qui nous isole par rapport aux pays latino-américains, mais aussi un peu en Europe. Un dernier mot, est-ce qu'on a le choix? Et alors là, je fais le point avec ma question. Donald Trump arrive au pouvoir, c'est l'isolationnisme absolu, c'est l'Amérique avant toute chose, c'est l'économie américaine avant le reste du monde, protectionnisme total. Est-ce que l'Europe a vraiment le choix d'aller chercher des partenaires, notamment en Amérique du Sud et surtout en Asie? Alors disons que vu la situation politique française, je vois mal comment on pourrait accéder à cet accord sans aller sur une crise interne extrêmement grave. Vous avez montré les images d'une mobilisation, on sait ce que ça a donné dans le passé, donc le moins qu'on puisse dire c'est que peut-être il n'y a pas eu assez de pédagogie. Si cet accord est bon, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'a pas été suffisamment expliqué à ceux auxquels il doit profiter. Est-ce que l'arrivée au pouvoir de Trump, c'est un danger pour l'Europe et pour la France? Clairement, parce qu'il va être brutal. Ceci étant, c'était pas le paradis avec Biden. L'Inflation Reduction Act, la perte de compétitivité économique et industrielle de l'Europe entière. Le siphonnage de notre épargne. Ça a été fait avec le sourire avec Biden. Ça sera fait à coup de marteau avec Trump. Merci beaucoup. Merci Pascal Boniface d'avoir été avec nous ce matin dans le 6-9.